Bonsoir, bienvenue dans le talk de France Info. Comment allez-vous le chat? J'espère que vous allez bien. On a déjà une grande question qui vient d'être posée par MMG7F. Est-ce qu'on peut vivre sans polluer? Point interrogation. La réponse est non, selon MMG7F. Voilà, le débat est posé. Au revoir, à demain. Non, je plaisante. J'espère que vous allez bien. Je rappelle quand même, on arrive au bout de la saison, hein, mais on se retrouve tous les soirs pendant 1 heure sur Twitch et en podcast audio aussi sur l'application de Radio France. Et on s'arrête sur un sujet d'actualité. Voilà, et on décrypte ce sujet, on parle de ce sujet avec des invités qui sont là en plateau, qui sont aussi dispo pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions à poser, si vous voulez participer au débat. Voilà, réagissez, le chat est là pour ça. Ravi en tout cas de vous retrouver. Ce soir, on va parler aéronautique et crise climatique. Le Salon international du Bourget s'est donc ouvert ce lundi, je ne dis pas de bêtises. Donc industriels, pouvoirs publics veulent miser sur la technologie pour décarboner le secteur aérien. L'objectif étant d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais est-ce vraiment possible de décarboner l'aviation sans remettre en cause finalement le principe de croissance industrielle? La première réalité, c'est que le trafic aérien augmente. En fait, depuis 1960, les émissions de CO2 par passager ont été divisées par 5 grâce à des technologies plus performantes. Mais le problème, c'est que le nombre de passagers a, lui, été multiplié par 45. Et d'après les prévisions d'Airbus et de Boeing, il y aura 2 fois plus d'avions dans le ciel dans 20 ans. La deuxième réalité, c'est celle du réchauffement climatique. L'Europe s'est réchauffée de 2,3 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, donc 1850-1900. C'est ce qu'a annoncé lundi l'ONU et le programme Copernicus. Notre continent se réchauffe 2 fois plus rapidement que la moyenne mondiale. Alors comment faire? Certains plaident pour limiter le nombre de vols par personne en mettant en place des restrictions pour le secteur aérien. Mais autant vous dire que ce n'est pas le chemin, je crois, que les industriels et les États ont choisi d'emprunter. C'est en tout cas ce qu'a dit Emmanuel Macron. Pas question de limiter le nombre de trajets aériens, le nombre de vols. Mais prendre l'avion sans polluer, est-ce vraiment possible? Est-ce qu'on doit restreindre nos libertés pour sauver la planète? C'est une autre question. Et pour répondre à ces questions, on a des invités. Charlène Fleury, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Charlène Fleury, coordinatrice du réseau Rester sur Terre. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que ce réseau? C'est quoi l'objectif, le propos, ce qui est défendu? C'est la branche française donc, du réseau Stay Grounded qui a été créée en 2016 à Vienne et qui milite du coup pour une réduction du trafic aérien et pour des modes de déplacement plus soutenables et justes. Grégoire Lecallot, bienvenue. Bonjour Manon, Ça bonjour tout va? le monde. Ça va, ça va. Grégoire, tu es toujours journaliste à France Info. À ce jour, oui. Voilà. Est-ce que je veux bien qu'on commence par parler peut-être de cette plainte qui a été déposée par 22 associations de 18 pays différents euh, qui portent plainte donc contre 17 compagnies aériennes pour greenwashing et pratiques commerciales trompeuses envers les consommateurs. Peut-être Grégoire, Alors, il y qu'est-ce qui est a reproché aux compagnies aériennes? Alors moi je laisserai les institutions, compétentes, se Oui. prononcer sur les mots utilisés et la défense qui sera faite. Mais Hmm. en gros, de ce qu'on comprend de cette plainte, c'est, d'une part que les associations de consommateurs reprochent aux compagnies aériennes de présenter le transport aérien comme vertueux pour l'environnement, vert, éco-responsable et cetera. Hmm. Et d'autre part, que des compagnies, ça a été le cas d'Air France, ils ont arrêté de le faire mais ils l'ont fait, proposent à leurs clients de payer des suppléments pour permettre en quelque sorte d'acheter leur décarbonation. Et c'est ça que les associations de consommateurs contestent en disant ça veut absolument rien dire. De toute façon, il n'y a aucun effet concret derrière cette pratique-là. Charlène?
Oui, bah, tout à fait. L'avion vert? L'avion vert, ça n'existe pas pour le moment malheureusement, et effectivement, il y a énormément de pratiques, trompeuses qui sont faites par le secteur pour faire croire qu'on peut voler, sans polluer ou en minimisant en tout cas les impacts. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs cette plainte, est intéressante, on va la suivre de près. On avait aussi, nous déposé, personnellement plusieurs plaintes au JDP, donc le jury de déontologie publicitaire, pour un certain nombre de pratiques voilà, qui nous paraissaient frauduleuses. Et puis, je me souviens aussi que ces fameuses allégations d'Air France sur l'option environnement qui permettait de compenser ces vols, Mmh. eh bien, ça avait été lancé un peu par une pétition citoyenne d'un ingénieur d'ailleurs de l'aéronautique qui considérait que cette pratique était frauduleuse, en tout cas voilà, trompeuse, et qui avait obtenu gain de cause puisque après, la pétition a été pas mal montée et donc Air France, elle l'avait contacté pour envisager de retirer son option environnement. On peut se tutoyer? C'est pas dérangeant? Oui, Parce que je avec. sens que le vouvoiement ne n'arrive pas. Toi, personnellement, quand tu t'y crois pas à l'innovation technologique qui peut, peut-être pas, voilà, créer un avion vert, mais en tout cas, voilà, participe à décarboner quand même, Alors c'est pas que j'y l'aviation? crois pas, c'est que je sais que ça n'existe pas dès maintenant. Ça pourrait advenir, plus tard effectivement. Il y a des technologies qui sont évoquées par Airbus, notamment donc sur l'avion à hydrogène par exemple, ou bien, des technologies d'incorporation de SAF, donc les Sustainable Aviation Fuels. On les appelle aussi en français, CAD, pour carburant d'aviation durable, soi-disant durable. Mais tout ça n'arrive pas à temps, en fait. Le problème, du secteur aérien, c'est que, il croît très vite, comme tu l'as dit, et par ailleurs, en fait, c'est les émissions dès maintenant qu'il faut réduire, et c'est les émissions cumulées, dans les 30 prochaines années qui comptent et qui vont, donner, en fait, la température qu'il fera, sur le globe, très prochainement. Donc en fait, on ne peut pas juste miser sur, la neutralité carbone en 2050 et en disant: «C'est cet objectif-là qu'on poursuit». Il y a des objectifs à plus court terme. En 2030, il faut avoir réduit de moins 55% nos émissions. Et le problème, c'est que le secteur aérien refuse de faire sa part. En tout cas, voilà, il prétend pouvoir atteindre la neutralité carbone en 2050, mais il fait exprès de nous faire oublier cet objectif de réduction dès maintenant. On va revenir, pardon, on va revenir sur les leviers qui existent, sur l'impact de l'aviation sur le réchauffement climatique. Mais peut-être avant ça, Grégoire, un mot sur le salon, du Bourget, vraiment rapidement. Toi, tu y es allé. C'est quoi les enjeux cette année? Ça faisait 4 ans que ce salon n'avait pas eu lieu. Alors l'enjeu justement, c'est effectivement des enjeux technologiques d'abord, parce qu'en 4 ans, il s'est passé, beaucoup de choses, dans l'aéronautique et notamment, ces derniers mois parce qu'il y a eu des nouveaux financements publics à travers, des plans, des grands plans, France Relance, France 2030 qui permettent, aux pouvoirs publics, d'appuyer plus leur aide, pour faire maturer, ces technologies qui effectivement ne sont pas aujourd'hui, prêtes. Elles ne sont pas disponibles. On a des voitures électriques, mais Mais on il y n'a a pas pas d'avion d'avion électrique, on n'a électrique. pas d'avion à hydrogène. Donc ces technologies, elles sont en cours, il y a beaucoup de gens qui cherchent. Ça crée une espèce de... Alors, les professionnels de l'aéronautique appellent ça la quatrième révolution aéronautique, après le vol, les vols sécurisés, parce qu'au début, c'était pas évident, Oui. et puis la démocratisation du vol. Donc il y a un vrai élan là-dessus, il y a un vrai bouillonnement intellectuel, il y a beaucoup de gens qui se mettent à chercher, à créer des prototypes et ces financements publics et aussi les constructeurs qui sont un peu poussés à le faire, ils le font plus ou moins, mais certains s'investissent beaucoup, d'autres s'investissent de manière un peu plus marginale. Mais en tout cas, il y a des expériences qui sont lancées en termes de motorisation électrique, hybride, en termes de motorisation à hydrogène, avec ou sans pile à combustible. Enfin, il y a beaucoup de gens qui cherchent, beaucoup de startups qui se créent. Il y aura d'ailleurs probablement, hein, elles vont pas toutes arriver à terme. Tout le monde dit qu'à un moment, les technologies vont devenir matures et qu'il y a certaines startups qui seront pas dans le jeu et qui vont disparaître. Mais il y a vraiment, ça c'est vraiment un enjeu et c'est assez récent. C'est depuis les années 2017, 2016, 2017, un peu 2019 aussi où ça a tapé fort parce que il y a eu ces appels, ce flight shaming qui a été très fort
au moment du salon du Bourget 2019 et ça a poussé notamment les jeunes générations qui arrivaient sur le marché du travail, qui sortaient de Polytechnique, de Supaéro, qui sont très engagés quand même dans ces politiques climatiques, ces problématiques de climat, à se poser plus de questions et à dire: «Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire?» Donc ils proposent leurs solutions et ces solutions, elles sont là. Elles sont reprises par des constructeurs. Il y a des systèmes, Aéroports de Paris, par exemple, sert un peu, entre guillemets, hein, de couveuse à certains produits, à certaines recherches, en disant: «Bah, on va les aider, on va leur permettre d'utiliser, nos plateformes, on va les pousser» et cetera. Et donc il y a cette vraie recherche et puis il y a un deuxième enjeu qui est peut-être un petit peu contradictoire, c'est que le secteur aérien a besoin énormément de bras parce qu'il y a une croissance très forte dont tu as parlé, Manon, hein. Et cette croissance très forte, bah, elle se traduit par des commandes en plus, des chaînes de montage qui produisent plus vite. On a besoin de plus de personnes parce qu'il y a un engorgement, parce qu'il y a des sous-traitants qui ont été fragilisés par la crise du Covid et qui ont du mal à y arriver. Donc on a en parallèle un secteur qui veut montrer, qui va vers cette aviation décarbonée, qui recherche vraiment des solutions. Et puis d'un autre côté, un secteur qui ne renonce pas effectivement à sa croissance, hein. Charlène, ouais, sur ce paradoxe, décarboner n'est pas égal finalement à sobriété, en gros, dans l'aviation? Non, pas du tout. Malheureusement, effectivement, tu le disais dans ton introduction, les améliorations d'efficacité qu'on a pu connaître sur les moteurs d'avion, etc., pour les rendre plus performants, ont été largement compensées, en fait, toutes ces améliorations, par la croissance du trafic. Et donc, on a au global une augmentation des émissions. Et le problème, c'est que sur cette amélioration de l'efficacité, en fait, la marge de manœuvre se rétrécit. On est de plus en plus en galère pour grappiller un peu plus d'efficacité à chaque fois. Et évidemment, on a cet effet rebond. Donc, c'est le paradoxe de Jevons, hein, qui est bien connu, qui se constate ici. En fait, ces améliorations d'efficacité ont permis tu parlais de démocratisation, on reviendra peut-être sur ce terme parce que c'est pas tout à fait une démocratisation, mais ont permis en tout cas de faire des billets d'avion moins chers et donc de faire accéder davantage de personnes à l'avion et donc au global, d'augmenter les émissions. Et donc, ouais, la croissance du trafic aérien, nous, on considère qu'elle est vraiment très problématique et que c'est vraiment problématique de ne pas la remettre en cause parce que c'est une croissance qui est très forte. Avant le Covid, en fait, le trafic aérien croissait de l'ordre de 3 à 4 par an. Donc, ça fait qu'il double tous les 20 ans, en fait. Grégoire, la croissance du trafic aérien, pourquoi le trafic aérien augmente? Et j'imagine que c'est un principe qui est pas du tout remis en cause par les acteurs, du secteur aéronautique. C'est un objectif qui est de plus en plus de trafic, plus en plus Oui, tout à d'avions qui fait, volent. il y a d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les développements des aéroports, hein, Mmh. il y a beaucoup de travaux, d'agrandissements, de pistes, de parkings. On a par exemple l'aéroport de Nice, qui va avoir, 6, terminaux d'embarquement, supplémentaires, dits dans les Petits prochaines terminaux? années. Ah bon? Alors J'étais c'est pas pas au des courant de ce. terminaux, je là j'ai Ah oui, Ok. c'est 6 passerelles, 6 points d'embarquement en plus. En tout cas, il va y OK. avoir un agrandissement assez important Ouais. sur un aéroport, qui est déjà en pleine ville, qui est Qui est un un petit peu aéroport serré urbain déjà, et quoi. qui est un aéroport qui menace d'être submergé en fait par la montée des eaux. Donc c'est paradoxal parce que on a énormément de projets comme ça qui se mordent un peu la queue. Enfin voilà, pousser à la croissance du trafic aérien augmente effectivement les températures et du coup met en danger les infrastructures aéroportuaires. Et Et alors le après, oui. il y a une demande aussi, hein, on le voit depuis le Covid, tu parlais de cette croissance de 3-4 par an. Là, en un an, on a plus 55 de croissance du trafic, c'est dantesque. Comment on peut expliquer ça? Hem, Parce qu'il y a un vrai retour. Moi, j'ai fait une journée qui m'a assez marqué, qui était la reprise des vols, sur les États-Unis, à Roissy. Et dans ce terminal, de Roissy, qui est un terminal, d'aéroport, hein, c'est pas un lieu très chaleureux, et ben, il y avait une vraie joie ce jour-là. Il y avait une vraie sensation de libération avec des gens, qui étaient pris un peu de folie, ils avaient acheté un billet, je me rappelle d'un papa et son fils, bah, ils partaient comme ça, à New York, parce que ça rouvrait, parce que c'était à nouveau la liberté et ils revenaient, quelques jours après. Ils y passaient à peine 3 jours. Donc
toujours le bilan carbone de la joie, mais en tout cas, c'est devenu un mode de vie, le voyage aérien et en plus, il y a Et eu on l'associe à la les, liberté, oui, tu l'as Oui, dit, c'est évident. Il y a eu aussi, le développement des compagnies à bas coût, les compagnies low cost, qui coûte moins cher que le qui train coûtent parfois. moins ouais. cher, que les compagnies traditionnelles, même si bon, il faut se méfier entre le prix qu'on paye et le prix d'affichage, hein, c'est pas évidemment pas le même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu cette expérience-là. Mais en tout cas, ça reste un voyage qui s'est massifié vraiment et là, on est en train de retrouver les niveaux, le nombre de passagers qu'on transportait, en 2019, avant le covid. C'est déjà le cas sur le moyen courrier, les vols Europe et cetera et c'est en train d'être, le cas à nouveau sur les vols long courrier. Sur la massification quand même, j'aimerais, préciser que, c'est Ah comme oui, toi, tu enfin, dis massification, ouais, enfin, c'est une démocratisation, qu'on dit ségrégative, en fait. Enfin, le principe, c'est qu'effectivement, la chance sociale de pouvoir monter dans un avion a progressé, dans les différentes catégories de population. Donc, oui, voilà, enfin, il y a pas tout qu'à le monde voir a déjà le même entre nous accès et à nos l'avion, parents, hein. mais voilà, la chance sociale a progressé. Pour autant, c'est quand même assez mal distribué et c'est toujours un peu les mêmes, donc les catégories, moyennes, ou supérieures qui prennent beaucoup l'avion et en fait, c'est surtout ces personnes-là qui le prennent trop entre guillemets, qui le prennent plus souvent et donc qui font aussi, augmenter ce trafic aérien. En France, ce qui est assez impressionnant comme chiffre, je trouve, c'est seulement 23 de la population française qui prend l'avion chaque année. Et il y a OK. un autre chiffre aussi qui est assez frappant, qui avait été calculé par une université suédoise, qui est que, 50 des émissions, dues au transport aérien sont en fait le fait de 1 de la population, mondiale. Tout à fait. Le salon du Bourget, c'est aussi, le moment où les compagnies, dévoilent, les accords commerciaux, les contrats, donc j'ai noté Airbus qui a enregistré une commande record de 500, c'est ça? 500 appareils, monocouloirs de la famille A320, auprès de la compagnie aérienne, indienne Indigo, Une compagnie à bas coût, oui. à Bakou. J'avais une question hyper pratique. Les avions, parce que vraiment l'aéronautique, c'est pas mon domaine. Les avions qui sont commandés, c'est quoi comme type d'avion? Est-ce que c'est des avions, moins carbonés ou pas? Parce que je sais que on met 10 ans à recevoir avant de recevoir la commande, Voilà, donc faut pas on être trop commande pressé quoi en et fait, ils recevront leurs avions entre 2030 et 2035, hein, chez Ouais, Indigo. Alors, ce que disent les constructeurs, c'est que chaque fois qu'on achète un nouvel avion, qu'on change de génération d'avion, ben, oui, on a un avion qui est, moins émetteur. mmh, On avance, Airbus avance, un chiffre, d'un gain en termes d'émissions de 20 à 25 de gain entre 2 générations d'avions. Ces avions-là dont on parle, c'est des développements, du best-seller vraiment d'Airbus qui est l'A320, qui est un avion de taille moyenne qu'on voit absolument partout et aujourd'hui, ils sont passés à un autre modèle qui s'appelle l'A321. Alors il y aura un autre modèle après qui s'appelle l'A321 Neo. Donc il y a un travail, au niveau, des composants, de l'avion, lui-même. mmh. C'est-à-dire on essaye de travailler sur le poids de ce qu'il emmène, le poids, de tous ses équipements électriques et cetera. Sur le travail sur les moteurs, c'est pareil, des motoristes comme Safran, produisent des moteurs qui sont de plus en plus économes et c'est pour ça, qu'entre 1960 et aujourd'hui, on a réussi, hein, parce que le transport aérien n'a pas attendu effectivement les problèmes de Oui, décarbonation, ça date. pour réduire, la consommation. C'est ça qui les intéressait, hein. Parce que le coût, le budget carburant d'une compagnie, aérienne, c'est à peu près le carburant, ça représente 20 à 30 de son budget. Donc c'est le Mmh. premier poste de coût. Donc les compagnies ont toujours cherché à réduire leur consommation et les constructeurs aéronautiques, comme Safran qui produit des moteurs, bah, répondent aussi à cette demande et cherchent, des moteurs, qui vont être, de moins en moins gourmands, de moins en moins consommateurs. Donc là, ils en produisent, un, ils en annoncent un autre, qui va sortir bientôt. On a aussi des organismes de recherche publics, un organisme en particulier qui s'appelle l'ONERA, qui mène, des recherches. On en a un petit peu parlé. Ils ont,
présenté la maquette d'un avion à hydrogène un peu futuriste. Alors il y a des humoristes à l'étage au-dessus, à France Inter, qui s'en sont un peu moqués en disant qu'on Ah oui. leur a mis des pots de pommes potes sur les hélices. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais tout ça, ça représente, visuellement, on le voit, c'est le résultat de ces ingénieurs qui se creusent la tête pour trouver comment on va faire consommer moins On a au un moteur. ingénieur en aéronautique dans le chat. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, mais il disait que alors c'est, MMG, 7F Rien justement. qu'à son Alors immatriculation, on voit qu'il est du... oui, voilà, donc il dit, l'A321 existe déjà, le Neo est aussi en service. La nouveauté est la variante XLR qui Voilà. permet de faire des vols transatlantiques sans avoir à acheter un avion coûteux. Et qui a Heu volé au Salon du Bourget cette année. Voilà, et donc cet ingénieur qui disait quand même être plutôt, confiant. Si ça vous va, je veux bien qu'on fasse un petit tour dans le chat justement. Kyle CM qui nous dit: «Tant que la croissance restera le seul indicateur de la bonne santé des entreprises, on n'y arrivera pas malheureusement». Oui, malheureusement, effectivement, c'est un enfin, ces objectifs de croissance, en fait, qu'ont les compagnies, qu'a l'ensemble du secteur finalement, sont contradictoires avec une décarbonation dans les temps. Enfin, au risque de me répéter, vraiment, il y a ce truc de on est confronté au dérèglement climatique dès maintenant, il faut Mmh. réduire nos émissions dès maintenant et au final, moi je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une modération du trafic. C'est d'ailleurs, ce que montre selon moi le rapport, de l'ADEME qui est paru en septembre 2022, en fait, qui établissait 3 scénarios de décarbonation, de l'aviation et donc parmi ces 3 scénarios, on a le premier scénario qui est un scénario donc le scénario A qui est un scénario tout technologique, très optimiste, trop optimiste je pense, mais enfin où effectivement on a un avion à hydrogène, on a des SAF, on en met plein, on respecte en fait, les objectifs que nous donne le secteur aérien. Les SAF, Hem, c'est les nouveaux les carburants, Sustainable Aviation Fuels, ouais. Donc c'est à la fois des agrocarburants et des fuels synthétiques, des e-fuels, on appelle ça. Un deuxième scénario, du coup, le scénario B, qui est dit de modération du trafic, et qui, du coup, mise plutôt sur des mécanismes, en fait, où on va faire évoluer la demande par rapport à l'avion en France. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce scénario-là, au début, on fait un peu décroître le trafic aérien, mais ensuite, il se restabilise et en fait, on arrive en 2050 à un niveau de trafic qui est à peu près comparable, un peu au-dessus du niveau de 2019. Et puis, il y a un scénario C, du coup, qui couple un petit peu les deux. Et bah, nous, ce qu'on dit, c'est que le scénario B, modération du trafic, est le seul qui soit efficace dès maintenant, qui soit fiable, en fait, parce que les autres sont vraiment trop risqués, et le plus efficace, puisqu'effectivement, il est le plus rapide pour faire décroître nos émissions dès maintenant. Schninkel qui dit, «Ça me fait bizarre, d'entendre ça». Alors je sais pas à quoi Schninkel réagit, mais qui dit quand même: «Je n'ai jamais pris l'avion. J'ai 41 ans». Oui, Il y en a bah, encore. Il y il en y a a il y encore. a 33% de la population française ne prend pas l'avion, effectivement. Et donc, en fait, c'est vrai que quand on fait partie des catégories de population qui ont la chance de prendre l'avion, Mmh. on a l'impression que c'est tout à fait normal et que tout le monde y a accès. Ça n'est pas vrai. Et donc, c'est vrai que se pose la question de, finalement, un secteur qui pollue autant. Alors qu'il ne profite pas à tout le monde, alors qu'il est relativement injuste, et ben voilà, se pose la question de sa décarbonation et de sa restriction. Oui. Justement, quel est l'impact de l'aviation aujourd'hui sur, le climat, sur le réchauffement climatique? Parce qu'il y a les émissions de CO2, mais il y a pas que les émissions de CO2. Oui, tout à Grégoire? fait. Il y a aussi ce qu'on appelle les traînées, Ouais, donc c'est ces qui sont gros les nuages blancs, nuages qu'on quoi? voit qui suivent les avions. Et alors, les études scientifiques sont pas totalement bouclées là-dessus. Et en plus, il y a eu des rumeurs qui ont été beaucoup relayées là-dessus. Mais selon certains organismes, comme par exemple l'ONERA, ça peut représenter jusqu'à la moitié de la contribution du transport aérien au réchauffement climatique. Parce que C'est ce que déjà les j'ai noté, ça traînées, double en voilà, fait, voire les triple. traînées en fait perturbent, c'est des nuages, ils créent des Mmh. nuages qui perturbent les échanges de chaleur dans l'atmosphère. Et puis par Donc ça ailleurs, réchauffe, ça a un effet réchauffant en ça a un fait. effet réchauffant. Et par ailleurs, comme
il y a des traces de suie aussi qui sont dans ces traînées. Donc, il y a des études qui sont lancées pour évaluer exactement quelle est leur importance et quand on aura un avion à hydrogène, de quoi vont être composées ces traînées. Il faut savoir que pour le transport aérien, ça pose un problème pour les pilotes parce que les traînées, il n'y en a pas partout. C'est certaines zones, ça dépend OK. de la température, ça dépend du degré hygrométrique de la masse d'air. Donc, on n'a pas en permanence des traînées. Donc, il y a des zones où on sait, enfin, en tout cas, on a du mal à le savoir, mais en tout cas, il y a des zones où les avions vont faire des traînées et d'autres où elles vont pas le faire. Donc, la question se pose, est-ce que on arrive à déterminer ces zones et à ce moment-là, on demande aux avions de les contourner, mais alors dans ce cas, ils consomment plus. Donc, il y a un rapport, voilà, qu'on n'a pas encore vraiment déterminé. Charlène, sur ces traînées, les cirrus, c'est comme ça qu'on Ouais, les appelle, les je crois? traînées de condensation qui évoluent ensuite en fait en nuages. Effectivement, c'est assez intéressant de souligner ça parce que c'est assez méconnu, Mmh. et donc c'est aussi mal pris en compte, dans les calculs finalement du réel impact climatique de l'avion. C'est vrai que la dernière étude en date, fait état même, du fait que ces effets non CO2 pourraient tripler, le bilan simplement CO2 en fait, Mmh. de l'avion. Moi, j'ai Hem, doublé, oui, c'est mais entre 2 et 3 le On facteur n'a pas encore effectivement, les études. ouais. et on n'a pas, enfin là-dessus, voilà, c'est effectivement le GIEC prend le chiffre de 2 parce qu'ils sont également conservatoires, là-dessus. Ce qu'il faut noter, c'est que ces effets non CO2, c'est pas comme le CO2 qu'on met dans l'atmosphère et qui va rester une centaine d'années. Ils sont dissipables beaucoup plus vite puisqu'en fait, c'est de l'ordre de quelques jours ou quelques semaines, que les effets se dissipent. Donc quand on parle de réduction du trafic aérien, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on a un impact direct sur le réchauffement climatique parce que justement, on évite ces effets non CO2. Et effectivement, une autre piste qui est évoquée par le secteur, c'est de modifier les trajectoires de vol, de former les pilotes différemment pour pouvoir faire en sorte L'écopilotage. ouais, voilà, de limiter au maximum ces effets-là. Mais pour autant, oui, nous, ce qu'on déplore, c'est que pour l'instant, faute d'études et puis faute de mise en avant en fait, de ces effets-là, les mesures qui sont prises pour décarboner le secteur ou qui sont souvent évoquées ignorent complètement ce bilan-là. Et donc, souvent, même quand on calcule le bilan de l'aviation, en fait, on omet Souvent, on dit les effets 2-3%, CO2. Ouais, alors que Oui, c'est alors que c'est plus. c'est plus. pas, Ouais. Je il t'ai vu y a plusieurs sortir chiffres. tes Oui, petites j'ai notes. sorti mes Sache que anti-sèches tu parce peux que tu peux les sortir, il y a tranquillement. effectivement au niveau mondial, on parle de 2,5, 3, 4%, Ouais. on entend des fois. Et en termes français, j'avais noté que selon la DGAC, Mmh. euh, on a Donc 5,3, non? ouais, c'est ça, Ouais. à peu près 5% des émissions françaises Ouais, c'est ça, et hein. que c'est quand même en augmentation de 17% par rapport au début des années 2000. Donc c'est vrai, parce qu'on entend ça aussi souvent, beaucoup les gens du secteur nous disent: «Attendez, c'est quand même pas le plus gros pollueur», c'est vrai, mais effectivement, il faut, le, mmh, la le problème du CO2 dans l'atmosphère, c'est pas comme un examen qui aurait lieu en 2050 où ça y est, il faut être prêt, etc. C'est un contrôle continu en fait. Et le CO2 dans l'atmosphère s'accumule au fur et à mesure des années. Et c'est pas en 2050, on va rendre sa copie et on va voir si on est bon ou pas. C'est dès maintenant qu'il faut agir. Ça vaut pour l'aviation, ça vaut pour bien d'autres secteurs, en particulier l'énergie, le transport routier, évidemment encore plus, et le transport maritime aussi, hein. Oui, tout à fait. Et je trouve que bon, il y a parfois le débat est biaisé parce qu'on nous dit comme ça, oui, l'aviation, c'est que 2,6% des émissions mondiales. Donc, Il y en a gros, ne pire. faisons rien, il y a pire. Ça, c'est très biaisé parce que d'une part, en fait, tous les secteurs additionnés nous mettent dans la situation là. Et en fait, tous Oui, il les faut que secteurs chacun sont revoie sa difficiles copie, quoi. à Oui. décarboner. Donc, il faut que chaque secteur fasse sa part. Et d'autre part, effectivement, 2,6%, c'est pas rien du tout. Donc c'est
hors effet CO2, hein, bien sûr. Mais c'est pas rien du tout parce que si c'était un pays, ce serait le sixième pays mondial en termes d'émissions. Ce serait juste derrière le Japon. Donc en fait, c'est colossal, surtout rapporté au nombre de personnes qui vont voler. Grégoire le disait tout à l'heure, c'est 1% de la population mondiale qui est responsable de 50% des émissions du secteur aérien. C'est donc très concentré. Et donc c'est avant tout en fait un effort de la part de ces usages-là qui sont très émetteurs et très coûteux pour notre budget carbone collectif qu'on doit attendre. La réduction, du trafic aérien, du coup, que vous préconisez, entre guillemets, à rester sur terre, il faudrait qu'elle vienne, de qui? Pour le moment, c'est, de l'ordre c'est individuel, en fait, chacun, Non, alors la responsabilité individuelle, effectivement, elle est souvent mise en avant par Emmanuel Macron, par exemple, récemment, qui disait oui, voilà, je crois à la mmh, sobriété raisonnable et raisonnée, etc. non Euh, punitive, et baisse. ouais, je pense que c'est malheureusement, c'est un, oui, c'est malheureux de poser le débat comme ça parce qu'en fait, c'est surtout collectivement qu'on doit se fixer des règles et qu'on doit envisager cette décroissance pour qu'elle soit faite de manière planifiée, qu'elle justement elle accompagne le secteur pour pas que effectivement des gens perdent leur boulot du jour au lendemain. Et puis, elle doit se faire du coup avec des mesures de régulation qu'on met en place démocratiquement. Ça peut passer par la fin des extensions d'aéroports. Il existe encore une douzaine de projets d'extension d'aéroports en France alors que c'était censé être interdit par la loi climat, mais il n'en est rien malheureusement. Ça peut passer par la taxation du kérosène. Le kérosène n'est toujours pas taxé. Question posée Euh, par Flouki oui, sur la pourquoi taxation le du kérosène n'est pas kérosène. taxé? Oui. Le kérosène n'est pas taxé donc au niveau mondial parce que c'est régi par les accords de Chicago qui, en fait, suite à la Seconde Guerre mondiale, on s'est dit que c'était une bonne idée de faire en sorte qu'il y ait des échanges entre les peuples et puis que cette industrie-là progresse. Donc on s'est dit comme ça collectivement au niveau mondial qu'on ne taxerait pas le kérosène. Donc ce serait très difficile d'y revenir au niveau mondial parce qu'il faudrait que tout le monde soit d'accord pour revenir sur ce traité. Néanmoins, par contre, le kérosène est bien taxé dans un certain nombre de pays pour leur vol intérieur. C'est le cas des États-Unis. À ce que je sache, les États-Unis ne sont pas particulièrement voilà, Vert. verts, mais pour le coup, ça, ils le font. Et du coup, en France, on nous dit souvent, oui, mais il faudrait que ça soit fait au niveau européen pour pas qu'il y ait de distorsion de concurrence. Mmh. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est bien beau d'attendre de l'Europe de toujours remettre au calendrier grec, il faut que ça soit fait en Europe, alors qu'on peut imaginer le faire en France et montrer l'exemple et enclencher une dynamique vertueuse pour que ça soit fait également en Europe. Il peut y avoir aussi d'autres mesures, comme par exemple sur les SAF, dont on parlait, donc le Mmh. carburant d'aviation, durable, d'avoir Allez, des on y va. mesures, plus incitatives. Aujourd'hui, il faut savoir que ça coûte très, très cher. En France en particulier, il y a une spécificité, des prix du carburant aviation durable, en France, et pour l'instant les pouvoirs publics, n'ont pas, annoncé de mesures susceptibles de faire baisser, déjà le prix de ces carburants pour aider les compagnies aériennes à en mettre plus, à considérer évidemment que ce soit entre guillemets du bon SAF, parce que il y a différents types de carburant d'aviation durable. Il faut Oui, il y en a aussi qui disent regarder que comment il est. déforestation, pas Voilà, donc il forcément. faut, il faut faire attention au carburant qu'on met dans les avions. Alors, par exemple, une compagnie comme Air France s'est engagée à faire attention à ça, à ce qu'il n'y ait pas de concurrence entre les cultures alimentaires des agriculteurs ou des groupements d'agriculteurs qui pourraient être tentés, parce que ça se vend bien, de Mmh. produire pour les carburants. C'est le cas aussi de l'exploitation des forêts, hein, parce que l'huile de palme est aussi utilisée. Donc, ce que demande l'Union européenne, ce sur quoi se sont engagées certaines compagnies aériennes, c'est que les SAF qu'ils utilisent soient produits à partir de déchets verts, d'huile de cuisson, qui donc n'entrent pas en concurrence avec déjà d'une part les cultures alimentaires et d'autre part donc qui permettent en fait quand on brûle ces carburants, on relâche autant de CO2 qu'avec du kérosène, mais c'est du carbone qu'on OK. n'a pas été chercher sous terre. C'est du carbone, on n'est pas censé l'ajouter encore à la pile. Carbone qu'on est censé avoir recyclé à travers des végétaux. Ça aussi, c'est une condition, mais il faut aussi peut-être qu'il y ait de l'incitation en termes d'aide sur les prix pour que les compagnies aériennes aillent plus vite
dans l'intégration de ces SAF, si, elles veulent se décarboner puisqu'elles s'appuient beaucoup, sur ces carburants, pour dire: «On va se décarboner». Charlène, ouais, il faut Sur des les mesures SAF, ouais. d'incitation. Sur les SAF, je serais quand même beaucoup plus mesurée parce que malheureusement, en fait, ça fait 10 ans que le secteur aérien nous dit qu'il va intégrer davantage de SAF dans le mix. En fait, c'est le seul levier quasiment technologique qui existe déjà. On peut incorporer jusqu'à 50% de SAF dans un réservoir normal d'avion, donc en mélangeant avec le kérosène. Le problème, en fait, c'est que ça fait 10 ans que le secteur nous dit qu'il va en mettre un certain pourcentage, Mmh. et c'est vraiment des objectifs qu'il se fixe lui-même. C'est pas les ONG qui sont venus lui demander. Et pour le coup, en fait, donc l'objectif en 2008 pour 2020, c'était d'en mettre 5%. Mmh. Et en fait, ça a stagné complètement à 0,01%. Et l'objectif pour 2030 annoncé, c'est d'en mettre 6%. Et on peut se demander, en fait, si vraiment ces objectifs seront remplis, vu que ça n'a jamais décollé, la courbe est toujours au ras des pâquerettes. Donc, moi, je serais mesurée sur le fait que c'est des finances publiques qui doivent aller dans ces SAF, parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas tout le monde qui prend l'avion. Donc, il y a une injustice inhérente à ce mode de transport. Et donc, je pense que c'est pas, du coup, à l'État de financer une décarbonation qui doit passer davantage par, finalement, le fait que ce sont les personnes qui volent qui doivent payer pour ces SAF. Et enfin, sur la question de l'efficacité des SAF, effectivement, Grégoire le disait bien, il y a plein de problèmes en fait, de concurrence avec des cultures qui peuvent être observées. Il y a aussi des fraudes qui sont constatées parce qu'il y a de l'huile de palme qui est labellée huile de cuisson pour pouvoir être vendue et utilisée pour faire des SAF. Donc on a vu ce type de pratiques, elles ont été dénoncées par plusieurs ONG, dont le CCF des Terres solidaires. Et il y a une concurrence également entre les secteurs. On a besoin aussi d'agrocarburants pour les voitures. Et donc, en fait, toute cette concurrence-là et la hausse des prix qui est provoquée par la demande de l'aviation, malheureusement, pose des problèmes plus complexes, en fait, pour les autres secteurs. Alors sur la production de ça, il faut dire aussi que, on n'avait pas les capacités de production jusqu'à présent. Elles sont en train de se constituer quand même avec des bioraffineries qui là vont être opérées par exemple par Total Énergie à La Mède dans le sud ou à Grand Puy en Seine-et-Marne. Donc il y avait une ressource qui n'était pas disponible, qui va l'être un peu plus. Maintenant, le problème de ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les matériaux qui sont nécessaires Mmh. pour fabriquer ces carburants, effectivement, il va se poser à une échelle continentale parce que à l'échelle de l'Europe, on n'est pas certain d'avoir suffisamment de déchets verts, d'huile de cuisson pour fournir ce dont a besoin le secteur aérien pour arriver aux objectifs qui s'est fixé, que l'Union européenne aussi a fixé, puisque l'Union européenne dit en 2050, on devra arriver à 63% de mélange de SAF, c'est-à-dire de carburant d'aviation durable dans les avions. Et Air France va même plus loin en disant, nous, on mettra 70. Mais ok, mais encore faut-il qu'on puisse produire suffisamment de matériaux pour pouvoir avoir C'est ces ça. carburants disponibles. Autre Tout à levier, fait. pardon, mais je voulais arriver sur les carburants synthétiques. Ouais. C'est quoi ça? Est-ce que c'est une piste, Ça, intéressante? malheureusement, c'est très complexe. Ça n'existe pas encore totalement. Ça reste D'accord, en c'est un prototype. Mais projet. l'idée, c'est la même chose. C'est de remplacer dans les moteurs d'avion, enfin, dès maintenant, en fait, une partie du kérosène par des e-fuels, donc les fuels synthétiques. En fait, c'est des fuels qu'on fabrique en combinant de l'hydrogène avec du carbone, donc du carbone qu'on aurait prélevé de l'atmosphère. Et l'avantage, du coup, voilà, c'est que ce carbone, comme pour les agrocarburants ou culture, on ne remet pas du carbone en plus. Le problème, c'est qu'en fait, c'est un processus qui est très, très énergivore. C'est un processus qui nécessite d'une part d'avoir de l'électricité renouvelable, de l'électricité verte, mais aussi de l'hydrogène vert. Et pour l'instant, l'hydrogène vert, on n'en a pas des masses. Et puis, encore une fois, concurrence avec d'autres secteurs. Le souci, c'est que finalement, ce processus très énergivore, on estime que seulement 10% de l'énergie qu'on aura mise pour
pour faire ces carburants-là sera converti en poussée pour l'avion. Donc c'est vraiment assez... en fait, le rendement est pas bon, quoi, voilà, très clairement. Et sur les SAF, je voulais redire aussi, enfin sur les agrocarburants en tout cas, je voulais redire juste pour avoir un ordre de grandeur en tête que si on voulait faire face à la demande de SAF à l'heure actuelle de l'aviation mondiale, il faudrait euh, bâtir 328 bioraffineries par an jusqu'en 2035. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de en fait, les raffineries, c'est pas tous les jours qu'on en construit. Et donc voilà, on a juste un ordre de grandeur qui montre un peu l'ampleur de la tâche. Bon, mais Il faut là, tailler vos haies, hein, envoyer bien les petits bouts de bois. là tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des leviers opérationnels. Alors, Ça, ça Alors, existe, il y on a peut. ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'éco-pilotage. C'est Donc, quoi? en fait, c'est comme l'éco-conduite, mais appliqué à des pilotage d'un avion, donc c'est un C'est peu plus toujours pas le cas, compliqué. donc. Si, alors c'est déjà mis en place, mais pas à 100% de ce qu'on pourrait faire parce qu'il y a des Ok. complexités qu'on n'a pas encore résolues. Mais par exemple, rouler au sol en utilisant un seul moteur au lieu de deux, ça se fait Ouais. déjà. Essayer d'optimiser ses trajectoires de vol, ça c'est plus compliqué parce qu'il y a des milliers d'avions en l'air. Il faut que ça implique le contrôle aérien qui organise le Mhm. vol de chaque avion dans chaque zone. Donc c'est un peu plus complexe. Ça se fait sur certains vols. Après, c'est pas comme ça qu'on va économiser 80% de l'émission de CO2. On va gagner, si vraiment on applique bien ces mesures, on va gagner autour de 10%. Donc c'est déjà, À en la tout cas, marge. alors c'est pas si marginal. En tout cas, c'est un mode de pilotage qui aujourd'hui est mis en valeur et est poussé dans les compagnies aériennes, dans les écoles de pilotage. Ok. On apprend aux pilotes aujourd'hui que ça existe et que bah, il vaut mieux piloter de cette façon-là. Il y a aussi les outils informatiques qui permettent de le faire. Avant, les pilotes, ils avaient des grosses mallettes pleines de papier. Aujourd'hui, tout tient sur une tablette. Donc, la préparation du vol, elle en est facilitée. Elle permet de faire certaines choses. Et puis, il y a cette incorporation de carburant qui, chaque année, il y a un effort supplémentaire. Donc là, effectivement, on était à des degrés infinitésimaux. Cette année, par exemple, on au mieux à 1% d'incorporation. Mais ce que disent les compagnies aériennes, c'est oui, c'est vrai, ça paraît pas très impressionnant, mais on augmente très très vite. Et on va continuer à augmenter, à continuer à accélérer dans l'incorporation de carburant durable dans nos avions. Donc, et puis après, il y a les avions technologiques qui ne sont pas encore mûrs, mais qui vont arriver, mais ils n'arriveront pas sur tous les segments de vol, ces avions, hein. Parce que quand on parle d'avions électriques ou d'avions à hydrogène, C'est lourd, c'est ça? alors Enfin, les les batteries sont batteries, c'est lourdes. très lourd. Encore aujourd'hui, c'est très très lourd. C'est pareil, il y a des recherches qui ont été lancées, hein. L'année dernière, Airbus a annoncé un partenariat avec Renault pour essayer d'améliorer ces batteries embarquées. Mais pour l'instant, effectivement, même sur les vols d'essai, sur les avions d'essai, on est encore en train de mettre des batteries qui sont très lourdes. Et pareil, l'hydrogène, si vous regardez ce prototype, enfin, qui n'est même pas un prototype d'ailleurs. Ça vient d'où l'hydrogène? euh, C'est extrait comment? alors l'hydrogène, bah, c'est Pour l'instant, ça vient des centrales à voilà. charbon. Donc énergie Hydrogène Majoritairement, gris. c'est pas encore au point. Effectivement, tout ça, c'est en train de se monter. Et ce qui est compliqué, effectivement, avec l'aviation, et tu fais bien de mettre le doigt dessus, c'est que c'est presque un peu, enfin, c'est pas la face émergée de l'iceberg, mais c'est le dernier segment. Avant ça, il faut travailler effectivement sur comment on va produire l'énergie. Et donc, ça implique d'autres secteurs industriels qui eux-mêmes doivent se décarboner pour que l'aviation, à son tour, puisse bénéficier de progrès qui vont vraiment diminuer notre facture d'émissions, en fait. Ouais, Charlène, ce dont il faut bien se rendre compte, en fait, c'est que ces faut tout technologies-là, changer en fait. pour C'est un l'avion, peu le. voilà, avion à électrique, avion à hydrogène, ne remplacent pas l'avion tel qu'on le connaît dans notre imaginaire. Quand je vous parle d'avion, forcément, vous voyez un voyage transatlantique ou voilà, vous Hmm. voyez un long courrier. Et il se trouve que ces technologies-là ne remplaceront pas ce type d'avion-là. Donc, la question effectivement de l'électricité, bah, c'est le poids des batteries. Il faut 25 à 30 kilos de batterie pour remplacer un litre de kérosène pour le moment. Donc c'est colossal. Et en fait, ça ne peut marcher du coup que pour des
petits avions, donc plutôt des avions 8 places, quelque chose comme ça, qui serviront de taxi volant. On parle d'ailleurs de ce type d'avion pour les JO de 2024, donc ça arrive assez vite. Mais voilà, ça ne remplace pas le fameux long courrier. Et l'hydrogène, c'est pareil. L'hydrogène, c'est très difficile à stocker. Donc même si l'avion à hydrogène voit le jour en 2035, comme nous promet Airbus, eh bien, ça ne sera pas un long courrier. Ça sera plutôt du court courrier ou du moyen courrier qui pourra remplacer. Et encore du Et, moyen courrier, et c'est encore du moyen, c'est pas sûr. C'est Et pas du sûr. coup, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est absurde d'essayer de développer une technologie qui, finalement, a déjà une alternative. Ça s'appelle le train. En fait, il y a une alternative moins carbonée qui existe et qui permet de faire ces déplacements-là. C'est Donc, ce que pourquoi disent pas essayer mal de... d'associations, l'avion vert, c'est le train. Exactement, ouais, ouais. Et c'est vrai que moi, je me questionne vraiment sur pourquoi Airbus veut absolument développer cette technologie-là, parce que elle est très clairement... Enfin, c'est pas du tout sûr, en fait, que le pari technologique soit tenu, mais par ailleurs, en fait, ça ne sert à rien. Enfin, alors Mais le mais train, il y a un enjeu d'attractivité, en il y a un fait. enjeu. C'est de Alors il y a déjà l'innovation, c'est les compagnies, certaines compagnies, ont déjà des partenariats, par exemple avec la SNCF. Enfin, ça fait 25 ans qu'Air France a des partenariats avec la SNCF et depuis le covid, ils ont, redéveloppé certaines nouvelles destinations, notamment, ces fameuses destinations à 2 heures et demie de vol, qui sont, voilà, des les vols vols intérieurs. intérieurs qui ont été interdits si Donc jamais il y a un voilà. train, Alors ça, après, je veux bien y tout n'est réagir mais pas après. Ouais. c'était oui. c'était Tout prévu, n'est pas parfait là-dedans parce que, par c'était exemple, prévu. pour les transferts de la gare de Les Massy-Palaiseau jusqu'à correspondances. Orly, on vous transfère en taxi. Bon, bah, donc ça émet aussi. Alors après, il y a peut-être des taxis verts, qui le font, mais en tout cas, c'est pas parfait et puis après, le train, il faut aussi développer l'offre, de train. Pour l'instant, c'est pas non plus le cas, ça suit pas vraiment. Il y a, le train, ça reste aussi un mode de transport, qui est cher, de plus en plus cher même et sur lesquels l'offre est quand même, aussi, assez vite limitée. Ça va pas pouvoir, forcément absorber, tout le trafic, d'un Paris-Bordeaux, donc là aussi il y a quand même une structuration de tous les réseaux de transport. On peut pas non plus complètement, Tout isoler jeter sur l'aérien en disant: l'aérien, ouais. C'est uniquement de votre faute». Il y a aussi, tout un vrai écosystème de transport à repenser. Ah, le Ça passe maillage, évidemment par le train, mais l'avion ne pourra pas, tout porter tout seul, quoi. pour résoudre. Charlène, Tout à sur fait. les vols, Sur intérieurs, les vols courts, supprimés en oui. France? Alors oui, effectivement, c'était donc une proposition de la Convention citoyenne pour le climat qui avait du coup C'est bien objectif. dans l'idée? Oui, c'est une bonne idée, mais on peut déplorer en fait que l'idée de départ de la convention n'ait pas été respectée, puisque les citoyens demandaient à ce que les lignes faisables en moins de 4 heures en train soient supprimées. Il se trouve que l'ambition a été nettement rabotée par le texte proposé par le gouvernement qui est arrivé à l'Assemblée et qui a été donc discuté puis voté. On est passé de 4 heures à 2h30 en train. Le problème également, c'est qu'en fait, le décret d'application de cette loi est quand même relativement fantasque parce qu'en fait, il a été façonné pour pouvoir préserver certaines lignes, ce qui fait qu'effectivement, le Nantes-Orly a été supprimé, mais pas le Nantes-Roissy. Mmh. La Euh, correspondance et entre Il les y a 2. Lyon, Paris-Lyon, c'est maintenu aussi, c'est oui, ça? et le Oui, Lyon-Marseille, voilà, 1h30 en train. le Le Lyon-Marseille. Lyon-Marseille est encore faisable. On peut vraiment s'interroger sur la volonté ici du gouvernement de respecter en fait cette demande de la CCC. D'autant plus que ce qu'il faut rappeler, c'est quand même que la Convention citoyenne pour le climat avait pour objectif donc de proposer un ensemble de mesures qui permettent de réduire les émissions de la France de moins 55% en 2030 dans un esprit de justice sociale. Et que, en fait, si on fait son marché dans certaines de ces mesures, l'objectif n'est pas atteint, puisqu'elles vont toutes ensemble pour justement respecter cet objectif. Donc là-dessus, vraiment, c'est très très problématique la manière dont ça a été appliqué. Alors après, certains députés disent que l'objectif va être renforcé et qu'on va supprimer les lignes faisables en moins de 3 heures et puis qu'on va y aller progressivement. Mais en fait, à force d'y aller progressivement, on fait du saupoudrage et pas du tout des mesures qui sont structurellement intéressantes. Et par ailleurs, j'aimerais rajouter aussi une chose intéressante sur le train et la complémentarité avec le train. Effectivement, le réseau Action Climat avait calculé qu'avec la demande de la CCC donc de suppression des lignes faisables en moins de 4 heures en train, eh bien, l'offre actuelle de train était suffisante pour
absorber les passagers des vols. Donc, il n'y avait pas besoin nécessairement de renforcer le train. Mais ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec Grégoire, il faut renforcer le train, il faut le pousser, il faut un maillage plus fiable, plus fréquent, plus efficace et moins cher pour que tout le monde puisse avoir accès à cette mobilité-là. MMG7F, donc notre ingénieur aéronautique qui dit on ne peut pas amener le train de partout. Les problématiques de relief et d'expropriation dans le cadre d'une construction de nouvelles lignes sont des freins au développement de lignes ferroviaires et ça coûte hyper cher. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'il y a plein de lignes qui ont été abandonnées et qui devraient être mises en circulation. Et il y a aussi, par exemple, le train de nuit qui serait vraiment intéressant en Europe pour pouvoir relier les villes. On a la chance d'avoir déjà ces lignes-là, mais il faut, enfin, les rails en tout cas, il faut simplement remettre des trains pratiques et moins chers dessus. Et l'avion va pas partout non plus, hein. Emmanuel Macron a dit pas question de limiter le trafic. C'est pourquoi? Parce que s'il y a moins de trafic aérien en France, la France est un pays moins attractif. Les gens Alors, iront ailleurs, je les je touristes pense qu'il iront y ailleurs, a les une entreprises explication aussi. qu'Emmanuel Macron a un petit peu donnée, vendredi dernier quand il a visité, l'usine de moteurs, Safran, Ouais. près de Melun, à l'aéroport de Villaroche. Il s'appuie sur le fait que la France est un pays pivot en termes d'industrie aéronautique, en disant voilà, quasiment un avion sur deux Et qui vole français. aujourd'hui sort, enfin il n'est pas Enfin, français, il mais est en tout pas cas il français, sort mais de chaînes de montage mmh, qui sont en France. Mais il est européen en réalité, il n'est pas mmh. français. Donc derrière, c'est aussi un secteur très dynamique en termes d'emploi. On est à 200 000 emplois, je crois, sur la filière aéronautique. Et donc, c'est un emploi qui se développe, hein. Là, le secteur cherche à recruter 25 à 30 000 personnes rien que cette année. Donc, on est, voilà, le dynamisme, la bonne santé du secteur aérien, elle pèse dans l'économie, elle pèse dans l'influence de la France aussi. Et ça, évidemment, ça teinte aux oreilles des pouvoirs publics. Et puis, il y a une culture aussi, hein. La France, c'est un des premiers pays berceaux de l'aéronautique. Pas si loin d'ici, à Issy-les-Moulineaux, il y a les premiers sauts de puce. C'était plutôt des gros sauts, hein, de Clément Ader avec son appareil qu'il avait baptisé Avion, qui est un terme qui a eu un certain succès. Depuis, cette aventure-là, elle n'a jamais cessé. Donc il y a aussi une vraie culture de l'aéronautique en France qui fait que je pense que c'est un secteur qui garde une importance à la fois économique, Ouais. historique, Un peu fierté symbolique très nationale, forte. quoi. Charlène, là-dessus? Ce qu'il faut dire là-dessus aussi, c'est que en fait, le problème, c'est que l'impréparation des pouvoirs publics face à cette décarbonation du secteur, elle met aussi en danger les salariés, en fait. Et on a beau être voilà, attaché à ce savoir-faire français et à cette industrie aéronautique, si justement on ne prépare pas la transition, eh bien en fait, on met en danger toutes ces personnes qui bossent dans ce secteur-là. Par ailleurs, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas parce qu'on ferait décroître le trafic aérien en France et qu'on montrerait l'exemple que on ferait perdre ces emplois-là. En fait, le collectif PAD, Pensons l'aéronautique pour demain, qui est basé à Toulouse et qui inclut des salariés du secteur, avait sorti un rapport en 2020 ou 2021, je crois, qui s'appelle Moins d'avions, plus d'emplois, et qui montre qu'en fait, c'est pas en remplissant le carnet de commandes d'Airbus à tour de bras qu'on va maintenir ces emplois-là, mais qu'il faut justement commencer à enclencher la transition. Et donc oui, même au sein du secteur, des voix dissonantes s'élèvent et je pense que c'est important de les entendre parce que justement, si on ne prépare pas le secteur, eh bien, voilà, on pourrait imaginer avoir un syndrome de Détroit, donc la ville de Détroit aux États-Unis, qui a été ravagée par le fait que l'industrie automobile a progressivement décru là-bas. Enfin, pas progressivement du coup. Oui. Alors, et on pourrait avoir exactement la même Subitement. chose à Toulouse et ce serait C'est pas l'idée. catastrophique. Donc, Le ouais. la dernière fois, j'ai pensé à un truc, comme ça, je me suis dit: «Mais quand même rien que ce principe des miles qui est Oui, mis en place par Air France», c'est-à-dire en gros, plus on cumule, de miles, plus on oui. a de réductions sur des prochains billets. Ça, on peut se dire que c'est Ça, c'est un des mécanisme choses qu'il faut toutes abolir, bêtes, oui. une philosophie Oui. qu'on pourrait peut-être, au moins repenser.
Oui, oui. Ne serait-ce que c'est terrible, mais ne serait-ce qu'en termes de communication, en fait. Alors c'est sûr, après en termes de marketing, c'est évidemment, toutes les grandes compagnies ont ce genre Ah oui. de système, voilà, je pense qu'il y a peut-être quelques grands voyageurs, sur le chat, qui ont très, très mal, à leurs miles, en pensant que ça risquerait de disparaître. Il faudrait les abolir et puis par ailleurs, je reviens sur cette histoire de grands voyageurs justement, qui polluent le plus du coup malheureusement, et une chose qui Faudrait serait récompenser les un petits voyageurs. on pourrait faire ça et on pourrait Un aussi billet taxer gratuit pour on les pourrait aussi taxer, plus lourdement, à partir du deuxième voyage, par exemple, ou essayer, en fait, d'avoir une taxe progressive, qui permette de dire: «Bah, voilà, la charge ne doit pas être portée par tous pareil» et on peut imaginer que quelqu'un puisse voler, prendre un vol une fois dans l'année, mais peut-être pas 2 ou pas 3 ou en tout cas, le taxer plus lourdement. Grégoire, est-ce que, je t'ai appelé comment? Grégoire, j'ai cru que C'était j'avais dit non, juste. mais j'ai dit Ouais. que j'avais dit Grégory. Je me suis dit: «Mais que se passe-t-il?» Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? On a envoyé dans le chat le choix, que tu as fait pour l'antenne, de France Info. Mais avant qu'on se quitte, j'ai posé des questions, mais est-ce qu'il y a un point que tu voudrais aborder, Bah, c'est pour que, terminer? il s'agit pas, de toute le voir ces machines, voir ce bouillonnement intellectuel qu'on a en ce moment, Mmh. autour de l'aéronautique, c'est vraiment une très grande aventure et je pense que le la pérennité du transport aérien, elle n'est pas incompatible avec la poursuite de cette aventure. Beaucoup de professionnels sont, dedans. Tout l'enjeu, c'est de savoir, quel va être le ratio, est-ce que ces progrès, qui qu'on nous annonce, est-ce qu'ils vont, effectivement, pouvoir être développés? Est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses? Est-ce qu'ils vont les tenir dans des, proportions, qui vont permettre à l'industrie, du transport aérien, de continuer à vivre et comment elle va continuer à vivre? Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle imagine aussi un autre avenir, hein? On a beaucoup parlé par exemple des voyages d'affaires pendant le Covid, je ne sais pas si tu te souviens, Mmh. c'était: «Ah les voyages d'affaires c'est fini». Bon, ça a recommencé mais alors à Le monde vitesse, grand ouais, V, le monde de dès que ça a demain, été le monde possible. d'après. Voilà, est-ce qu'il faut maintenant que les compagnies aériennes investissent dans Teams, je ne sais pas, pour récupérer ce segment de business en disant: «Bah, voilà, les voyages d'affaires, maintenant, nous aussi on investit dans la communication à distance». Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à imaginer. Il faut faire tomber des frontières, pour que, ben, cette aventure, ce rêve aussi, de l'avion, parce que c'est un rêve très fort, très puissant, puisse, continuer, bien au-delà de 2050. Charlène, le mot de la fin. Le mot de la fin, moi j'ai envie de dire que, c'est pas parce qu'il y a moins d'avions qu'il y a pas de vacances ou qu'il y a pas de voyages en fait, et je pense que c'est intéressant vraiment de poser aussi le débat dans un changement de paradigme. On est dans une société où tout s'est accéléré, où tout va très vite, où, quand on part en vacances, on est obligé d'aller très, très loin pour pouvoir, profiter parce qu'on se dit qu'on a, voilà, on l'a bien gagné, on l'a bien mérité. Mais en fait, on fait tous les mêmes, Airbnb ou les mêmes, machins. On coche des cases, en fonction des monuments qu'on a visités ou pas et vous savez cette petite carte-là où on peut, gratter les pays dans lesquels on est allé et en fait, ça c'est très loin de l'aventure et du véritable voyage, qui est aussi le temps de prendre le chemin en fait et l'itinéraire et je pense que du coup on gagnerait à ralentir un peu, à, peut-être réorganiser la société pour permettre, que les gens prennent des congés plus longs pour pouvoir, prendre le temps du voyage, ou, voilà C'est une bonne idée ça. si on bosse que 4 jours par semaine par exemple, on a aussi, un peu plus de temps pour partir le week-end et je pense que voilà, c'est nécessaire en fait de changer de paradigme si on veut justement, avoir un avenir, en fait, sur une planète qui soit vivable. Moi, je suis Mais tout à fait pour la marine à voile, hein, mais je crois pas que c'est tout à fait personnel et je suis pas très suivi dans ah ce oui, c'est créneau-là. ta photo de couverture, je crois, sur Twitter. Mais en tout cas, c'est une bonne, transition parce que ça sera le sujet, du talk de l'émission lundi, le Ah bah tourisme. génial. Ouais. Voilà, comment voyager sans être un «touriste» entre guillemets. Merci beaucoup Charlène Fleury, coordinatrice du réseau Restez sur terre, Stay Grounded France. Merci beaucoup Merci beaucoup. d'être venu. Merci Grégoire Lecalot, Merci à toi. journaliste à France Info. J'ai préparé toute une série de liens qu'on envoie au chat, notamment le choix que tu as fait pour la rédaction. Merci à vous. Et maintenant, je me tourne vers vous, le chat, vers les auditeurs aussi et vers les auditrices du talk de France Info. C'était ma dernière de la saison sur Twitch. Mon Dieu, que
c'est vite passé quand même. Alors, je voulais vous dire merci. Voilà, j'ai été très heureuse d'animer cette émission. Voilà, très fière que France Info ait investi cette plateforme Twitch pendant 1 an. Voilà, j'ai travaillé avec Joey Quadio et Sébastien Hazard, que je voudrais vraiment remercier. On a essayé de vous proposer des sujets vraiment hyper variés. On a parlé de politique, d'environnement, d'international, de sport, d'économie, d'identité, de nouvelles technologies, de féminisme, etc. Et voilà, et Joey Quadio, qui est la programmatrice, je voudrais vraiment la remercier parce qu'elle a en tout cas toujours eu ce souci d'essayer de rajeunir aussi les invités, mine de rien. Voilà, pour changer un petit peu des antennes traditionnelles. Et ce souci aussi de la diversité. Voilà, et je pense qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire de ce point de vue-là, mais je voulais la saluer, lui dire merci. Merci aussi à Sébastien Hazard qui nous a aidés, qui nous a accompagnés durant toute la saison. Merci à vous, surtout le chat, quand même, sans vous, on n'existerait pas. Je lis tous vos merci, bonne continuation, etc. Vraiment, j'ai été très heureuse. C'était un sacré rythme quand même, la quotidienne. Mais parler d'un seul sujet pendant 1 heure, c'est quand même une chance. Quand on est journaliste, vraiment, voilà. J'ai été très heureuse de le faire. Et en tout cas, on a essayé de vous proposer un contenu de qualité avec des invités de qualité qui connaissent bien leur sujet. Donc, on se bat un petit peu quand même contre le buzz, le nombre de vues, la performance. Quand on est un média et qu'on produit du contenu qui va sur des plateformes comme Twitch, Instagram, etc. Il y a ce piège souvent qui nous guette, la performance, voilà, le nombre de vues. Et donc, moi, personnellement, c'est des choses qui n'ont jamais fait partie de mes priorités. Donc, on s'est quand même vraiment battu voilà, contre ça. Le fond qui prime toujours et l'information. Merci beaucoup. Le talk continue quand même toute la semaine prochaine avec Ludovic Pochant qui va clôturer donc définitivement la saison. Donc en gros, la dernière émission, ça sera jeudi 29 juin. Concernant la rentrée, c'est Ludovic qui va continuer sur Twitch, mais avec un format et une temporalité différente. Donc peut-être des streams plus longs, mais il y en aura peut-être un petit peu moins. Ça sera peut-être plus forcément tous les jours. Et la rentrée, pour moi, elle va se jouer plutôt du côté des réseaux sociaux, de la vidéo, du podcast, avec cet objectif, si vous m'avez suivi avant Twitch, presque cette obsession, mais de produire de l'information pour les jeunes. Voilà, donc je vais m'occuper de ça, de l'offre, entre guillemets, jeunesse. C'est un peu moche comme mot, offre, mais voilà, ça va être mon rôle à la rentrée. Lord Gibus, vive l'interactivité de Twitch. Et oui, ça, c'est vraiment ce que nous permet cette plateforme. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser que le Discord, on peut quand même continuer à discuter entre nous sur le serveur Discord. Donc, si vous avez des questions à me poser, puis on peut aussi parler de l'offre jeunesse. Enfin bref, on reste en contact sur ce serveur. Merci aux modérateurs et aux modératrices qui ont modéré ce chat tous les soirs pendant toute la saison. C'est un sacré boulot de supprimer les messages haineux, etc. Mais pas que, puisque les modérateurs envoient aussi tout un tas de liens. Et je vois d'ailleurs que le Nightbot vient de vous envoyer le lien pour nous rejoindre sur le Discord de France Info. Voilà, je vois pas mal de messages. Je vais les relire tout à l'heure en regardant le replay. Flouki qui dit c'est ce genre d'émission qui devrait être beaucoup plus vue sur Twitch. Bah oui, mais ça, il y a quand même tout un système sur Twitch. Je vais pas en parler forcément là, mais voilà. C'est pas forcément les chaînes gratuites et non payantes qui sont forcément mises en avant, évidemment, vous vous en doutez. Merci beaucoup à vous. Un grand merci. Belle soirée. Je vous dis pas du coup à demain, je vous dis à très vite. Mais lundi, vous revenez. Émission sur le tourisme avec Ludovic Pochant. Merci. Salut.